La naissance de ce sous-marin commence le 21 décembre 1960 à Cherbourg. Le sous-marin Flore affine ses réglages en 1961, puis se rend en service actif en 1964. Durant 25 ans, il sillonnera en silence la mer Méditerranée. Dans cette coque d'acier, 60 hommes d'équipage vivaient dans un habitacle restreint durant 30 jours sous l'eau. Exposé en 89, ce sous-marin d'exception peut dorénavant se visiter à l'Orient. Prêt à se replonger dans le bas? Commençons par le plus chaud, le poste avant des torpilles. Ce sous-marin est doté de plusieurs types de torpilles. La torpille est lancée entre 30 secondes et 1 minute après un savant calcul de trigonométrie et de la vitesse du navire visé. Vu le peu de place dans un sous-marin, il y a des couchettes contre le poste des torpilles. Je ne sais pas si c'est le lieu rêvé pour s'endormir rapidement. Lorsqu'on se retourne, on voit d'un bout à l'autre du sous-marin une seule coursive, c'est-à-dire un seul couloir qui dessert tous les postes du bâtiment. Ici, le carré des officiers, où l'on prend ses repas et où on se réunit, où on parle à voix basse, toujours dans un environnement spartiate. C'est ici aussi que les marins mangeaient par bordées, installés autour de cette table étroite de 80 cm de large. La cuisine, aménagée, si l'on peut dire, pour 50 à 60 personnes. Des produits frais pour une semaine, puis des boîtes de conserve jusqu'à la fin du mois. Réussir à préparer des repas dans cet environnement est carrément un exploit. Le chef cuisinier devait savoir utiliser sa cocotte minute au-dessus de 30 mètres. En dessous, elle explose. Voilà le cœur de la logistique du combat. La table traçante regroupe les indications du sonar. On détecte donc un navire à plus de 100 km. En fonction du bruit des hélices, on analyse ce qu'on appelle sa signature acoustique, afin de savoir quel genre de navire il s'agit. Contrairement au mythe bien ancré dans la culture populaire, la lumière rouge ou lumière inactinique dans les sous-marins ne sert absolument pas à passer en mode combat. Elle permet de simuler la nuit. Lors de la plongée, celui-ci est coupé de la lumière naturelle pendant plusieurs semaines. Sans cette technique simulant l'alternance veille-sommeil, les sous-mariniers seraient potentiellement victimes d'un dérèglement de leur horloge biologique. Le périscope, vrai œil physique du sous-marin, mais facilement repérable. Un ensemble de manettes, de manomètres, de tubes dans tous les sens donne l'impression d'un capharnaüm ordonné. C'est le poste de pilotage du sous-marin. Il faut 3 marins pour piloter le Flore, d'un poids de 800 tonnes. C'est le barreur de plongée avant, un barreur de plongée arrière et un barreur de direction. Pour le repos, chaque lit est occupé alternativement par 2 ou 3 marins. Quand l'un fait son quart, l'autre vient dormir et vice-versa. Ici, les 2 toilettes sont pour tout l'équipage. Et pour la douche, seulement une demi-bouteille d'eau. La réserve d'eau n'est pas le problème, c'est la vidange des eaux usées qui génère du bruit. Or, un sous-marin doit être invisible, mais aussi et surtout inaudible. On passe à la salle de propulsion machine, l'endroit le plus éprouvant pour les marins. En effet, la température varie entre 45 et 60 degrés, et il faut sans cesse éviter la déshydratation sévère.
On distingue l'arrière du sous-marin avec aussi le poste arrière des torpilles. Être sous-marinier, ça signifie avoir des nerfs solides, c'est clair. Mais il faut tout connaître à bord, savoir réagir tout de suite. Chacun a la vie de ses collègues entre ses mains. La peur, elle existe, en cas d'avarie, de problèmes sérieux. Protéger les intérêts d'un pays et intervenir sans se faire repérer, c'est le propre d'un sous-marin.